Bonjour, moi c'est Pascal et bienvenue dans mon petit studio photo. C'est un petit studio que j'ai bricolé moi-même avec peu de matériel, vous allez voir, c'est accessible, très accessible dans la solution que j'ai choisie. Tout le monde peut bricoler un studio, il faut aussi un peu de place, hein, je dirais 4 mètres de profondeur minimum sur 3 mètres de large, et là on peut commencer à faire des très belles choses, et peu de matériel, on va voir le matériel un peu plus tard. J'ai commencé à apprendre un petit peu en trouvant des informations sur le net parce que j'avais besoin au travail de réaliser des photos de produits, des vidéos, de faire des vidéos, donc j'ai dû apprendre tout ça un petit peu sur le tas pour commencer. Aujourd'hui c'est une activité que je fais un petit peu tous les jours et ben, ça fonctionne bien, donc c'est l'occasion après 3 ans de faire une petite restitution pour discuter un petit peu du sujet parce que c'est quand même sympa, la photo de studio, c'est super accessible et ça donne vraiment des beaux résultats. Enfin, après, il faut en faire. Alors, le matériel, il est très simple. Pour la solution que j'ai choisie, je dirais qu'il existe différentes solutions. On peut parler d'un éclairage continu ou du flash. Okay, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Au travail, par exemple, on utilise beaucoup l'éclairage continu avec des panneaux de LED à Pulture pour vous donner une petite référence. Et ça fait des petits panneaux de LED. C'est 2 petits panneaux de LED que j'ai comme ça, là, qui me permettent d'éclairer des petites pièces, des sujets, des produits qui ne sont pas très gros en général. Et bon, bah ça déjà, c'est deux panneaux comme ça, c'est dans l'ordre des 600 € quand même. Alors, l'éclairage continu, personnellement, ce n'est pas une solution que j'ai retenue pour faire des photos. Même si au niveau professionnel, c'est pratique parce que ça permet d'aller vite. Hein, la lumière, elle est toujours présente. On voit bien toujours les ombres, les éclairages. Et on peut maintenant, avec les appareils modernes, monter un petit peu en sensibilité, avoir des vitesses d'obturation relativement rapides qui permettent d'éviter les flous. Et on peut shooter vraiment très vite des séries de photos. C'est quand même un avantage. L'inconvénient... Bon, ça chauffe moyennement maintenant avec les LED, mais c'est quand même un éclairage. J'aimerais pas mettre un modèle devant un éclairage continu comme j'ai là qui filme tout le temps, parce qu'au bout d'un moment c'est fatigant. Mais le gros avantage, c'est vrai, c'est que ben, on voit bien les ombres, on voit bien ce qu'on fait au niveau des éclairages, et ça c'est quand même super. Après, il y a une autre famille d'éclairage, l'éclairage flash, discontinu, donc rapide, instantané. Hein, c'est un éclairage flash, c'est quoi une vitesse de flash en fonction de la puissance de réglage du flash, ça va de 1 millième, 1 2 millième à 1 15 millième, c'est des vitesses qui figent vraiment le moment. Donc ça c'est un gros avantage parce que ça permet d'obtenir une netteté vraiment très importante. Et l'inconvénient des flashs, comme je les ai choisis moi, hein, je parle de petits flash Cobra, qu'on verra mis en position plus tard. L'inconvénient de ça, c'est que quand on place un flash dans un diffuseur, eh bien, on ne voit pas très bien ce que ça donne au rendu. Donc il faut toujours un peu flasher, voir le résultat, puis après repositionner le flash. Donc ça, c'est la solution à pas cher que j'ai sélectionnée pour mes besoins personnels. Sinon, la meilleure des solutions, bien sûr, quand on a un petit peu de sous, c'est de s'acheter des flashs pro, parce que bon là, ils sont constants, réguliers, ils chargent très très vite. Ça, c'est aussi un point très important, le temps de recharge entre 2 photos. Et l'avantage aussi, c'est que ces flashs-là ont une lampe pilote intégrée, c'est-à-dire une lampe, je sais pas, tungstène ou n'importe, qui reste toujours dans le modeleur, hein, le diffuseur, un modeleur, on appelle ça aussi, qui reste dans le diffuseur et qui permet de voir vraiment ce que donne l'éclairage sur un sujet. Donc ça permet vraiment de déplacer cet éclairage et après, avec les réglages du flash, bien sûr, on peut faire ses photos. Le plus cher dans tout ça, ça reste quand même l'appareil photo. Donc là, j'ai un appareil photo que j'utilise, bon, c'est du FX, full format, mais l'avantage de ce petit bonhomme, c'est qu'en fait, il a un petit pop-up. Alors, chez Nikon, c'est ma marque hein, depuis toujours, chez Nikon, ce flash-là, il fonctionne avec le système CLS, Creative Light System, qui permet, lui, de piloter d'autres flashs. C'est-à-dire que l'éclair de ce petit flash-là va me permettre d'éclairer et de donner le top départ à mes autres flashs. On peut utiliser 2 méthodes de réglage des flashs, en manuel ou en TTL. Moi, personnellement, je préfère maintenant le manuel,
parce que ça donne des résultats plus répétables. Le TTL, donc c'est une mesure qui se fait TTL through the lens, à travers l'objectif en fait, et qui va interrompre l'éclair du flash quand il a vu une exposition suffisante de lumière. D'accord? Or, on n'est pas tous sur des gris moyens de diffusion. Il y a des vêtements qui peuvent briller, les noirs reflètent beaucoup moins, et en fait, finalement, l'exposition peut varier en TTL. Voilà, simplement. Après, il y a autre chose, c'est que ces flashs qui sont en remote, déportés mais commandés par le flash maître, eh bien, ils ont un récepteur radio. En fait, comment ça fonctionne? Le flash émet une série d'impulsions pour déclencher les autres flashs, et en fait réémet une série d'impulsions pour éteindre l'éclair. D'accord? Et ça se passe à ce niveau-là, qui lui reçoit ces impulsions-là et stop ou start le flash. D'accord? Ouais, c'est pas très français, ça, mais peu importe. Et en fait, ça se peut, dans un modeler, comme on verra tout à l'heure peut-être, que ça se soit caché. Donc ça peut être moins précis au niveau de la réception, quoi. Alors, j'ai abandonné les flashs Nikon, même si j'en ai un. Un SB700, peu importe la référence, mais c'est un flash qui me permet de flasher en remote ou en master. D'accord? Ce flash peut être commandable ou commander les autres flashs. Donc ça, c'est intéressant. Sur un appareil qui n'a pas de flash pop-up, ce flash-là permet quand même de piloter à distance les autres flashs. L'avantage aussi de ce flash-là, c'est qu'il n'utilise pas les batteries de l'appareil. Dans une séance photo, quand on fait 300, 400 photos, enfin, ça dépend de l'inspiration, eh bien, ça permet quand même d'éviter de changer de pile de batterie et d'avoir des chargeurs partout, hein, d'ailleurs. Dans cette solution, effectivement, les chargeurs de batterie sont indispensables. J'ai des très bonnes batteries Eneloop ici sur chaque flash qui me permettent de changer lors d'une séance quand même. Alors j'ai arrêté les flashs Nikon, ils sont hors de prix. Un flash Nikon c'est je sais pas 300-400 euros. Là j'ai des flashs chinois Yongyo, ça coûte entre 60 et 80 euros. Là j'en ai 3 des flashs. Et avec ça, 3 flashs, 2 suffiraient, un seul peut être très bien aussi. Ça permet déjà de faire des choses. Surtout qu'avec un seul flash, il suffit d'avoir un diffuseur ici avec mon cher assistant qui le porte, d'avoir un éclairage qui flash le sujet, diffusé bien sûr, c'est toujours mieux, et puis une réflexion, donc ça permet d'avoir 2 sources de lumière déjà, avec un seul flash. Donc ça c'est intéressant. Alors ici, si vous voulez, on peut commencer à parler un peu des modelers de lumière pour adoucir les ombres, et ça c'est primordial. Alors des modelers, il en existe des tas, hein, de toutes les formes, de toutes les tailles. Leur objectif, c'est vraiment de diffuser une lumière pour éviter d'avoir des ombres trop marquées. Et ça, c'est intéressant. On peut effectivement aussi chercher des ombres très marquées avec un éclairage assez dur. Mais diffuser les lumières, c'est quelque chose d'assez important. Pour commencer, les parapluies. Le moins cher, très abordable, 10-15 euros pour les premiers prix. Là, on a un parapluie un peu plus haut de gamme qui est blanc réfléchissant à l'intérieur. Donc, il va se comporter comme un argenté réfléchissant derrière. Hein. Le flash, effectivement, va se réfléchir partout. Et l'inconvénient de ça, c'est qu'effectivement, bon, la lumière est un peu dure, je trouve, par rapport à un parapluie blanc. Donc l'argenté, c'est un peu plus dur, mais l'inconvénient du parapluie, ça reste quand même qu'il va diffuser un peu partout dans la pièce. Et ça peut être embêtant quand on veut vraiment mettre son focus de lumière à un endroit précis. Alors tous les parapluies font ça. Lui, c'est effectivement un réfléchissant, un blanc transparent, qui va être dirigé vers le modèle. Ça, c'est une lumière effectivement de ce type-là qui est diffusée. Là, il y a 4 lampes qui sont derrière ce parapluie là. Donc ça se place sur un petit spigot ici, un petit spigot qui permet d'attacher le parapluie et le flash, hein, ça coûte vraiment pas grand chose aussi, ça coûte disons une dizaine d'euros encore. Hein. Le pied, là j'ai pris des pieds vraiment bas de gamme, Newer, ça c'est la marque, enfin c'est pas que c'est du bas de gamme mais c'est largement suffisant, pour un poids comme ça c'est bien. Par contre,
Dès qu'on va en extérieur, hein, ça a quand même une prise au vent, ça, c'est un peu léger. Donc là, il faut mettre un petit peu de poids pour pas que ça tombe. C'est dommage quand même de casser un flash pour ça. Voilà, ça c'était les parapluies et c'est pas cher, c'est premier prix, c'est ce qu'on, à mon avis, on doit tous acheter pour commencer. Ça me semble être l'une des meilleures solutions abordables. Et là, si je déclenche, je peux avoir mes 2 flashs qui sont partis déclenchés grâce à mon pop-up. Il y a une petite lumière ici, vous voyez, ça signifie que lui, il est en remote et il attend l'éclair du flash principal. Alors j'aime bien entendre effectivement les petits sons derrière, hein, c'est réglable, ça va permettre de savoir que le flash est bien parti, parce que bon, on regarde pas toujours ces photos quand on vient de les faire, et puis bon, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que mince, il y a un des flashs qui est pas parti, c'est dommage, c'est un peu raté quoi. Bon, par contre, le parapluie, peu importe s'il diffuse un peu partout dans une pièce, hein, surtout si on est en extérieur, hein, c'est pas un problème du tout. Au contraire, il va bien diffuser partout et c'est largement suffisant, d'autant plus que la prise au vent n'est pas non plus la plus énorme comparée au prochain modeleur que l'on va voir, qui est la boîte à lumière. Les boîtes à lumière, pour ne pas citer la marque, là j'en ai 2. 60 cm et 80 cm. Il faut savoir que plus la surface de diffusion est large et proche du sujet, parce qu'en s'éloignant forcément elle devient moins large, et bien plus la surface de diffusion est large, plus les ombres seront douces. Ouais, c'est un peu logique ça. Mais il faut savoir aussi que plus la surface de diffusion est large, plus on va perdre de lumière aussi. Boîte à lumière, 60 cm. Modulable, pliable. À l'intérieur déjà un petit diffuseur. À l'extérieur aussi un autre diffuseur. Ça nous permet d'avoir une lumière super douce. Et c'est bien pratique. D'accord? Alors il manque un accessoire sur celui-ci qui pour moi est important. J'ai découvert ça un peu tard, mais je vous le conseille. C'est ce qu'on appelle les nids d'abeilles. En fait, ça canalise la lumière dans un flux direct par rapport à la personne. C'est-à-dire que ça va éviter d'avoir des lumières qui partent de tous les côtés. Ok, contrairement au parapluie qui est carrément l'opposé. Donc ça, hein, nid d'abeilles, la grille, je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est vraiment essentiel ça. Ça se met sur un autre type de monture. Hein. Là, c'est une monture Bowens qui est assez standard en fait, qui permet d'utiliser le même type, évidemment, 2 pieds, forcément, et puis par la suite, d'attacher simplement sa boîte à lumière. Voilà, on met le flash à l'intérieur. Le récepteur de lumière un peu orienté vers l'appareil photo, hein, ça évitera des ratés au niveau de la diffusion. Et puis ça, le collet proche du sujet, le plus proche sera le mieux. Alors après, si vous voulez, si vous êtes intéressé par les types d'éclairage de base, hein, ça va être très simple, on peut refaire une autre vidéo si vous voulez. Là, on est vraiment sur le matériel. Ça coûte pas très cher, ça coûte 30-40 €, quoi. On peut les trouver, en plus d'occasion, on en trouve plein. Et des pieds aussi. Alors la boîte à lumière, c'est vraiment le meilleur des accessoires que j'ai pu trouver et utiliser. Ça donne des résultats vraiment très bons. Et le fait de pouvoir canaliser la lumière sur des endroits précis comme on souhaite, ça permet de vraiment bien gérer sa lumière. Et puis c'est ce qu'on veut en fait. Alors la boîte à lumière, vous l'avez compris, c'est top. Moi, si je devais recommencer mon expérience de 3 ans, aujourd'hui, je repartirais directement sur les boîtes à lumière. C'est quand même l'accessoire le mieux pour commencer en studio. C'est vraiment bien, quoi. Mais il y a peut-être quelque chose encore mieux et un peu plus spécialisé. Ça s'appelle le bol beauté. Alors le bol beauté, c'est comme ça. C'est un bol. Donc celui-ci est assez gros. Il fait au moins 40-50 cm, je sais plus. Ça fait perdre beaucoup de lumière, mais ça donne une super lumière. C'est toujours monté sur une tête Bowens, là sur un pied relativement plus costaud parce que c'est un petit peu lourd. Vous voyez, il y a un petit diffuseur en dôme ici, le flash passe à l'intérieur, flash à l'intérieur du dôme et ça se reflète sur toute la surface argentée.
Alors, ne pas l'utiliser comme ça, ou alors, bon, ça va être très dur, ça va être très dur. Et c'est un peu le problème du bol beauté. Le bol beauté va donner une lumière séculaire qui va être difficile à maîtriser au début, ok. La lumière séculaire, c'est en fait qu'on arrive, par exemple, sur du portrait, principalement, hein, c'est souvent utilisé en portrait, en mode, en beauté, ça, effectivement. C'est qu'on a sur le visage peut-être des blancs qui vont être un peu cramés à certains endroits. C'est un peu le... Regardez la définition de la lumière séculaire, vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour adoucir ça? On commence par mettre une petite capote. Dessus. Et... ou pas, hein, on peut effectivement le mettre sans, mais encore, toujours pareil, le nid d'abeille, là c'est vraiment des formes octogones en plus, c'est du métal, c'est très fin, ça fait perdre beaucoup de lumière aussi, mais ça permet quand même d'avoir une lumière qui est super canalisée, c'est super bien quand on utilise plusieurs éclairages et qu'on veut vraiment régler chaque éclairage avec une zone précise de lumière. Donc ça, c'est pour moi indispensable. Les grilles, les nids d'abeilles, quoi. Voilà. Et maintenant, les fonds. Bon, là, c'est peut-être un peu plus la partie bricolage, mais c'est pas non plus très cher, ça. J'utilise des tubes Hiro PVC qu'on trouve en électricité, que je perce pour pouvoir les fixer. Hein. Là, celui-ci utilise deux supports, des supports de stand que j'ai trouvé. Donc ça c'est quand même assez sympa, donc je peux me balader avec la petite boîte qui me permet d'avoir un troisième pied, et ça monte à au moins 2,50 m, c'est très bien ça. Donc les tubes PVC ils font 2,50 m dans le commerce aussi. Alors les fonds, alors ça c'est un peu problématique, j'ai essayé pas mal de fonds de ce type là qui sont en vinyle. Alors je sais pas si vous voyez très bien, mais les couleurs sont quand même assez moyennes. C'est difficile de trouver des fonds de qualité, sinon ils sont super chers. Ça, c'est des trucs chinois qui sont vraiment pas terribles. Et en fait, le vinyle, le problème, c'est que ça marque. Un peu, on a beau le repasser avec la vapeur, pas trop chaud, ça restera, quoi. Donc moi, je les enroule. Ça permet quand même de garder, d'éviter les plis. C'est quand même assez pratique au niveau du transport. Ça loge dans la voiture. C'est quand même relativement cool. Mais c'est pas ce que je préfère aujourd'hui. Là, j'ai un fond papier. Ça, c'est un fond papier. Bon, c'est vrai qu'au travail, on a des rouleaux de 3,60 m de large sur des longueurs pas possibles, mais ça coûte très cher, ça. Donc, est-ce que c'est indispensable? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ce que j'ai trouvé de mieux, en fait, à pas cher, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les magasins qui vendent du tissu au mètre. Et ça, c'est un tissu relativement translucide. Alors, c'est bien, par exemple, ça, pour mettre un flash derrière dans le fond. Et ça fait les photos de mode, quoi. Ça fait vraiment des photos de catalogue et c'est assez joli, quoi. Donc là, le tissu au mètre, ça coûte vraiment pas cher. Il y a des longueurs. Donc là, le problème, effectivement, c'est de trouver les largeurs qui nous intéressent. Ce qui est intéressant d'avoir, c'est au moins ça, quoi. Hein, ça c'est le minimum, à moins que vous vouliez faire de la danse, je sais pas. Mais en fait, c'est quand même pas évident à trouver toujours hein, dans les magasins, mais il y en a un Coignère par exemple, il y a des magasins de tissus qui vendent des tissus au mètre, et ça c'est pas cher, et c'est cool, hein, vous voyez, le petit système. Alors, il y a un petit truc qui est bien aussi, pour le tissu, en fait, j'utilise ce genre de petites choses là, qui sont des petits crochets, qui permettent de tendre le fond, d'accord ? Ça retient le fond, ça évite les plis, les marques. Ça, c'est très bien quand on a du tissu, par exemple. Ça permet d'avoir quelque chose de relativement plat et éviter les retouches derrière. Mais bon, ce qui est bien, c'est quand on a un grand studio, c'est vraiment de s'avancer et déjà de ne pas avoir d'ombre projetée sur le fond et d'avoir le fond super flou. Donc ça, c'est quand même bien d'avoir de l'espace quand même. Hein. Là, à 4 mètres, je suis quand même assez limité. Avec un 85 mm, je peux pas faire ce que je veux ici, quoi. Bon, là, j'ai pas des bons éclairages pour la photo. J'ai un halogène qui crache là-haut. Et puis, j'ai une lumière relativement dure pour la vidéo. Ici, vous voyez les ombres, hein, c'est pas le type d'éclairage que j'utiliserai en photo. Par exemple, hein, on n'utilise pas vraiment un éclairage frontal, c'est relativement plat, mais ça me diffuse déjà beaucoup d'ombre sur mon fond, vous voyez ou pas? Peut-être.
Voilà, donc bien se détacher du fond pour les photos, ça permet aussi, avec une lumière qui est canalisée encore avec une grille nid d'abeille, d'éviter de mettre l'éclairage sur le fond. Donc c'est bien d'avoir des éclairages en haut, en douche, en split, en papillon, ce qu'on veut. Enfin, il y a les modèles d'éclairage, on pourrait les voir à un autre moment si vous voulez. Ah oui, un autre type de modeleur dont je n'ai pas parlé, c'est le snoot. Alors le snoot, c'est juste un cône de lumière qui va, lui, au contraire du diffuseur, concentrer le rayon, par exemple, typiquement, pour éclairer juste le visage. Alors celui-ci, sur celui-ci, on peut mettre des gélatines de couleur à l'intérieur, mettre une couleur que l'on veut par rapport à d'autres couleurs, et ça permet d'avoir des effets intéressants. Donc ça, c'est l'antidiffuseur, au contraire, ça concentre les rayons. Après, si vous voulez, on pourrait faire une petite séance sur le flashmètre. Le flashmètre, c'est très très bien pour savoir comment exposer, d'accord? C'est surtout utile, à mon sens, en extérieur, où on va mesurer une lumière normale, mais bon, ça se fait avec l'appareil. Hein, on prend une mesure de lumière, de la lumière ambiante, et après, on va flasher et voir à combien de diaphragmes d'écart on est par rapport à ça, de manière à ajuster la puissance de l'éclair pour avoir plus ou moins de lumière par rapport à la lumière ambiante. On peut décider d'avoir une lumière de flash plus forte que l'éclairage ambiant. Typiquement sur un coucher de soleil, on veut garder les couleurs bien rouges, violettes, etc. du fond du coucher de soleil, et ben on va flasher un petit peu plus le sujet de manière à faire ressortir le sujet et de conserver l'arrière-plan un peu sous-ex et pour garder vraiment un maximum de lumière. Bon, ça c'est des choix. Après, on pourrait reparler du flashmètre si vous voulez, mais c'est un outil qui fonctionne bien. Mais attention, il ne fonctionne pas avec le CLS de chez Nikon, par exemple, qui lui envoie des pré-éclairs. Et les pré-éclairs, lui, il n'aime pas parce qu'il considère que c'est un éclair de flash déjà, donc il va mesurer ces éclairs de modulation en fait, et c'est pas la lumière qu'on voulait mesurer. Donc il faut vraiment flasher avec le doigt appuyé sur le flash, et quelqu'un donc est nécessaire, il faut un assistant. À propos d'assistant, voilà mon meilleur ami quand j'ai personne avec qui je peux faire des photos. Lui, eh bien, c'est un diffuseur de lumière. Celui-ci est assez grand, donc c'est très bien pour pouvoir l'utiliser en extérieur. L'assistant, c'est ni plus ni moins que ce bras qui permet de le tenir dans la position que l'on veut. Si j'ai une lumière qui vient d'en haut, typiquement, je vais le mettre en bas, et là, ça va me faire gagner de la lumière. Alors, je ne sais pas si on va le voir vraiment ici, mais c'est un peu l'intérêt du truc. Celui-ci est assez sympa parce que, à l'intérieur, il y a des cadeaux. Il y a un translucide, un argenté et un blanc. Donc on peut, avec un seul diffuseur, avoir un petit peu tout ce qu'on veut. Et c'est quand même assez pratique. Et ça se plie super bien pour le transporter. C'est quand même assez pratique. Voilà quoi pour le fun. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. La somme du matériel qui est ici en termes de diffuseur, de fond, de tout ce petit matériel, c'est pas super cher. Si vous voulez des liens, je peux vous en donner. On trouve tout sur Amazon ou autre. C'est vraiment facile de débuter. Donc les flashs, je vous ai dit que j'ai acheté des flashs chinois. 60-80 € le truc, la bestiole. Prenez la compatibilité avec votre appareil photo, bien sûr. ITTL pour Nikon, ETTL pour Canon. Donc ça c'est important. HSS, ça c'est une fonctionnalité qui permet d'aller au-delà de la vitesse synchro de votre appareil, d'avoir des vitesses, par exemple, typiquement une vitesse de synchro d'appareil de flash, c'est 1 200e, 1 250e en général. Bon, avec un HSS, on peut faire des photos à 1 millième de seconde si on veut, par exemple. Donc ça, c'est les fonctionnalités qui vont bien, quoi. Il faut savoir que, en fait, les flashs, et notamment le CLS, mais ça doit être pareil pour les autres marques, fonctionnent avec des canaux. Là, il y a un petit A dessus, sur l'autre, il y a un B, il y a deux canaux différents, ce qui me permet de régler par mon appareil photo
la puissance d'un flash et la puissance de l'autre canal. En fait, sur un canal, je peux avoir plusieurs flashs aussi. Je peux avoir un flash sur le canal A et 2 flashs ou plus, si je veux, sur le canal B. Hein, un flash derrière, un flash sur le côté, un flash en haut, si j'ai envie. D'accord? Donc, tout ça peut se moduler. Donc, voilà, je vous ai dit que j'utilisais le mode manuel. Ça nécessite un petit peu de réglage au début. Donc là, j'ai une petite poupée que je mets d'habitude dans mon studio photo ici. Et pour préparer une séance photo, par exemple, je fais mes réglages avant, de manière à ne pas passer 3 heures, le temps que la demoiselle, en général, puisse changer derrière dans la salle de bain, qui est quelque chose d'assez pratique. Petit truc aussi, j'aime bien avoir une télé ou un PC à côté de moi. Pourquoi? Ça a plusieurs avantages. En un, on peut regarder, parce que en mettant un câble HDMI sur l'appareil vers la télé, on peut regarder la photo qu'on a faite. Donc c'est sympa en disant, tiens, laquelle je préfère, qu'est-ce qu'on pourrait faire, regarde, il y a un défaut. On voit tout de suite sur la télé vraiment le résultat, et ça, c'est toujours très intéressant. Autre chose aussi, avec un PC par exemple, quand on est à court d'idées ou qu'on a envie de faire des choses particulières, mais dans une séance, on est tellement pris par différentes choses qu'on a du mal à toujours réfléchir à ce qu'on veut faire. Ce qui est bien, c'est par exemple d'avoir une galerie d'images présélectionnées. Alors moi, j'utilise le site Printerest sur lequel j'ai fait des albums et j'ai épinglé des tas de photos en fonction des styles de pose. Assis, debout, mode, beauté, portrait. Et ça me permet d'avoir des idées ou de mettre une sélection de choses que j'aimerais faire, que je verrais bien avec la personne que je veux prendre en photo. Voilà, petit accessoire, la télé, ça peut être sympa. La musique, toujours un petit fond. Alors il y a des musiques fashion, il y a des choses qui bougent un petit peu, entraînantes. On peut faire du théâtre, enfin... Voilà, c'est le studio. Là, on était vraiment juste sur le matériel. Je déborde, mais je pourrais en parler des heures. Il y a plein de choses à dire, notamment sur les plans d'éclairage. À vous de me donner un petit feedback par rapport à ça. Et puis, à bientôt!